Bonjour, nous sommes au Saisie aujourd'hui pour le Grand 8, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Je suis avec Bruno Clément, directeur de l'Office de tourisme des Saisies. Alors on va parler de tourisme hivernal pendant une petite heure. Le tourisme hivernal, la saison d'hiver, c'est une période hyper importante pour votre station. Oui, bien sûr, c'est une période importante puisque c'est 70% de la fréquentation de la station, 30% l'été. Et après, en termes économiques, on est plutôt à 90% de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment très important pour nous que cette saison fonctionne bien, ce qui nous permet de développer nos projets. Alors il y a le ski, mais pas seulement, on le voit derrière nous, il y a ce bâtiment qui a 4 ans, un centre aquasportif, il y a un bowling, une piscine, un restaurant, des salles de réunion, enfin il y a plein de choses. Ça fait partie de l'avenir des stations aujourd'hui, ce type de structure, de diversifier les activités le plus possible. Oui, c'est vrai que les clients ont besoin de faire autre chose que du ski. Voilà, on voit un temps de ski qui se raccourcit. La partie bien-être est très importante et ils ont également envie de s'amuser. Voilà, on est maintenant dans une notion de ski plus plaisir, de plaisir en vacances. Donc ils ont besoin de faire plein d'activités à côté et c'est vraiment important pour nous et cet équipement sert à ça. Et puis ça nous permet également, quand on a des difficultés d'enneigement ou des conditions météo pas très favorables, de se mettre un peu à l'abri et de passer un agréable séjour. On va aller se mettre à l'abri aussi parce qu'il fait beau mais un petit peu froid. Donc on va retrouver nos deux invités fil rouge de ce Grand 8, Nicolas Rubin et Vincent Rolland. On se retrouve à l'intérieur dans un instant. Ça y est, nous sommes rentrés au chaud, nous sommes au cœur du centre aquasportif des Saisies. Tout au long de cette heure, nous allons parler de tourisme hivernal sur notre beau territoire Savoie-Mont-Blanc. Quelques chiffres pour commencer. Savoie-Mont-Blanc, c'est 112 stations. C'est la première destination ski dans le monde avec 34 millions de journées skieurs. Des stations, on va le voir tout au long de cette émission, qui continuent d'investir et de diversifier leurs activités. Alors pour m'accompagner tout au long de ce Grand 8, les deux coprésidents de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, Nicolas Rubin, également conseiller départemental élu sur le canton d'Évian. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Et puis Vincent Rolland, conseiller départemental élu sur le canton de Moutier. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Et merci à tous les deux d'être là. Je l'ai dit, on est au Saisie pour mieux connaître cette station. On regarde un petit film, on se retrouve juste après. La saison d'hiver a commencé il y a quelques semaines. Première question, tout simplement, pour le moment, comment ça se passe, messieurs? Parce qu'on le sait, c'est un temps primordial pour l'économie de notre région. Vincent Rolland? Ça se passe bien et en tout cas en quantité d'enneigement mieux que l'année dernière. La neige a été plutôt précoce, tant et si bien que les réservations se sont accélérées, que nous avons réalisé notamment sur la semaine de Noël une fréquentation quasi record et en tout cas bien meilleure que l'année dernière. C'est important de bien commencer cette saison? Oui, à la fois pour nos clientèles et surtout pour donner confiance
aux acteurs économiques locaux. On remonte à peu près à la saison 2013 pour retrouver à peu près les mêmes chiffres. On avait besoin de redonner confiance à nos clients et surtout aux acteurs locaux qui commençaient à douter du ciel. Il semble que la saison d'hiver est repartie sur de bonnes bases et quand la saison d'hiver démarre vite, eh bien, on génère de l'intérêt pour la suite de la saison qui se terminera au printemps du ski. Quelle place occupe le tourisme hivernal dans notre région? C'est un secteur indispensable, essentiel? Ça doit être à peu près 40% du PIB et cela entraîne beaucoup d'activités aussi dans les vallées. On n'est pas la première destination ski au monde pour rien. Je rappelle que Savoie-Mont-Blanc, c'est plus de nuitées ou de journées skieurs que toute la Suisse réunis. Donc on voit bien le poids que cela peut avoir et l'importance, comme le disait Nicolas il y a quelques instants, pour les acteurs, mais aussi pour les vacanciers, que la saison soit bien lancée. 45 000 emplois, je crois, sur les 2 départements. Donc c'est un secteur d'emploi très important. Oui, quand on parle économie, on parle évidemment emploi. Quand on parle investissement, on parle aussi soutien de l'emploi. C'est nos priorités aussi dans nos vallées qui sont un peu éloignées des grands centres périphériques ou urbains qui sont générateurs d'emplois. Le tourisme est un support essentiel pour nous. On y met de l'énergie et une dynamique entre les 2 départements sous l'entité Savoie-Mont-Blanc Tourisme, et les 2 départements injectent énormément d'argent en soutien aux collectivités et au monde économique pour continuer à aller de l'avant et garder cette compétitivité qui ne doit pas fléchir chez nous pour maintenir ces 2 départements et l'entité Savoie-Mont-Blanc en tête des destinations touristiques d'hiver. Et pour l'instant, elle le fait bien, mais il y a encore des efforts à faire et on y met les moyens. C'est un secteur économique fragile, notamment dépendant de la météo. J'ai pour habitude de dire que nous sommes un peu des paysans, puisque nous dépendons fortement de la météorologie, mais justement, nous investissons, nous accompagnons les acteurs dans leurs investissements pour, dans la mesure du possible, se prémunir des aléas climatiques dont on sait bien qu'ils existent et qu'ils sont durablement là. Ça peut être par exemple la neige de culture, ça n'est pas un gros mot, et le produit neige est un produit d'appel indispensable pour les vacanciers l'hiver, mais ça peut être aussi un centre comme celui où nous nous trouvons actuellement au Cési, avec différentes activités, du bowling, du sport, des activités aqualudiques. La piscine tout, pas très loin. Voilà, la piscine est juste derrière moi. Tout pour passer un bon séjour, y compris quand les conditions climatiques sont pas toujours favorables. Quand je dis pas toujours favorables, d'ailleurs, ça peut être aussi des fois où il neige beaucoup, ou trop en tout cas pour skier dans de bonnes conditions, eh bien on se replie sur ce type d'infrastructure. Alors cette diversification, on va en reparler tout à l'heure, mais avant un mot sur Savoie-Mont-Blanc Tourisme que vous co-présidez. Il a été créé, financé par l'Assemblée des Pays de Savoie, devenu Conseil Savoie-Mont-Blanc il y a 11 ans aujourd'hui. Pour quel bilan? L'idée c'était de promouvoir une seule destination, la destination Savoie-Mont-Blanc. 11 ans après, on en est où? 11 ans après, on en est où? Vincent Roland, qui était à l'origine de la naissance de cette entité, pourrait en parler mieux. Je vais en parler en tant que nouvel arrivant il y a peu de temps. J'ai découvert une structure formidable qui a su, mettre en commun des moyens, c'est-à-dire ceux des 2 départements, pour promouvoir cette destination touristique 4 saisons, il faut le dire, parce qu'en Savoie-Mont-Blanc, on est toujours émerveillé de savoir et de connaître les possibilités qu'on a à faire en termes de tourisme. Même nous qui y habitons au quotidien, on est encore surpris d'apprendre par-ci, par-là, certaines choses, destinations ou particularités de cette destination. C'est une machine dynamique qui entraîne derrière elle des gens passionnés par leur territoire, d'où la naissance du réseau des ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc, qui compte déjà plusieurs milliers de partenaires. Et puis il suffit de regarder les réseaux sociaux, ce que cette entité est capable de générer comme trafic et comme regard, et surtout susciter la curiosité. Et pour employer le slogan de cette marque, c'est simplement merveilleux. L'objectif initial, il est rempli? Vous êtes satisfait? On voudrait toujours faire mieux, mais si à la création de Savoie-Mont-Blanc, avec Denis Bouchet que l'on salue,
et puis aussi Michel Charlet, qui à l'époque était conseiller général de Chamonix et maire de Chamonix. Il y avait peut-être ici ou là quelques scepticismes. À rassembler les deux départements? Alors, nous n'y sommes pas encore pour l'instant. Non, mais la promotion dans la promotion, voilà, j'entends. la promotion touristique des deux départements. Aujourd'hui, j'entends plus beaucoup de voix pour contester l'utilité et l'efficacité des campagnes de Savoie-Mont-Blanc. Et d'ailleurs, nous allons maintenant plus loin. Tout à l'heure, Nicolas parlait du réseau des ambassadeurs. Et nous avons aussi engagé depuis 1 an maintenant la fusion qui est effective avec la marque Savoie qui était chargée de faire la promotion des produits agricoles ou agroalimentaires du territoire, mais aussi quelques produits industriels. Et cette envie, cette notion de qualité, nous allons fortement la développer parce que c'est comme ça que nous pourrons aussi nous distinguer de la concurrence internationale. Et on mise absolument et beaucoup sur cette qualité, sur ce label que doit devenir Savoie-Mont-Blanc, de telle sorte à ce que ça soit pour chaque acteur économique du territoire de Haute-Savoie, de Savoie, du Conseil Savoie-Mont-Blanc, une plus-value. Et on cherche vraiment à apporter cette plus-value à l'ensemble des utilisateurs de la marque. Ce label, il doit surtout parler aux touristes français ou aux touristes étrangers, ou les deux? Les deux, et puis il faut qu'au sein de nos territoires, et c'est aussi l'objet du réseau des ambassadeurs, qu'il y ait une appropriation de la marque. Et les ambassadeurs, les habitants du territoire, sont sans doute les mieux placés pour parler de la destination, de sa grandeur, de sa beauté, de ses bienfaits, pour justement en assurer d'une certaine manière la promotion. Alors quand on parle de promotion, là on l'a vu avec ce début de saison, rien ne vaut tout de même de belles chutes de neige début décembre. Oui, c'est un élément accélérateur de particules. Hein. On vient y déclencher de la curiosité une nouvelle fois la destination montagne. C'est le meilleur promoteur que l'on puisse avoir en saison d'hiver. Donc cette année renoue avec les années passées, en se rappelant aussi que les anciens nous le répètent régulièrement. Il y a eu des hivers sans neige, mais quand on dit sans neige, c'est sans neige du début à la fin. La montagne a su parfois poser un genou à terre, mais jamais les deux. Donc elle se relève toujours de son expérience, puis de ses capacités d'adaptation. Et il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, quand les saisons d'hiver ne marchaient pas, et on ne parlait pas de diversification de l'offre. Donc on a su, comme l'année dernière par exemple, s'adapter à l'accueil de nos clients en remettant en service des activités qui sont plutôt estivales, mais qui se pratiquent bien aussi en montagne. Mais on préfère évidemment l'arrivée de neige comme on l'a là actuellement. Ça, c'est une vraie saison d'hiver. Et puis la promotion, ce sont aussi de très belles images. La destination Savoie-Mont-Blanc Tourisme en a plein. Alors on va regarder justement quelques-unes de ces belles images et on se retrouve juste après. Il y a un ballon qui est coincé sur une étoile.
C'est le Grand 8, on continue à parler de tourisme hivernal sur ce plateau. Je le rappelle, nous sommes au Cési et le maire de Pras-sur-Arly nous a rejoint. Yann Jacquaz, bonjour. Bonjour. Alors le ski reste l'atout numéro 1 de Savoie-Mont-Blanc. On a donné quelques chiffres tout à l'heure, 46 000 emplois, 5,8 milliards d'euros de retombées économiques durant l'hiver. Tout ça, sans ski, ça ne marche pas. Vincent Rolland. Vas-y Vincent. Non, on l'évoquait il y a quelques jours lors de la présentation du plan Montagne 2 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le tout ski, c'est fini, mais sans le ski, tout est fini. C'est pour ça que les collectivités ont accompagné les opérateurs de remontée mécanique dans la modernisation et l'extension des réseaux de neige de culture. Après, autour de cette activité, il faut pouvoir amener d'autres sujets, d'autres divertissements. Et c'est ce qu'ont engagé les stations déjà depuis pas mal de temps, sous différentes formes. Et franchement, moi, si je suis vacancier, je ne vois pas comment je pourrais m'embêter à la montagne, que ce soit l'hiver, on parle de l'hiver, mais aussi l'été. Pras-sur-Arly, l'activité ski, on va parler après, vous avez un projet justement de diversification, mais l'activité ski, qu'est-ce que ça représente tout simplement pour votre station ? C'est les 2/3 de notre fréquentation. Sur 450 000 nuitées, c'est à peu près 300 000. Donc ça veut dire quand même que l'été a une position encore intéressante dans une station-village. Mais sans l'hiver et sans le ski, c'est effectivement le cas. On sait que les clients ne viendront pas chez nous. En station-village, on va dire qu'un client sur 2 ne skie pas. Mais souvent dans une famille, oui, ils sont déjà importants, mais ça veut dire que dans une famille, il va peut-être y avoir un skieur accompagné d'un non-skieur. Donc si on n'a pas le produit ski, c'est toute la famille qui ira ailleurs. Vous développez actuellement, c'est dans les cartons, le projet du plan d'eau dont j'ai perdu le nom, vous allez le dire mieux que moi, des Cario. Le plan d'eau de Cassio. De Cassio, j'y étais presque. Donc là, vous en êtes au stade de l'étude. L'idée, c'est de diversifier été comme hiver et d'utiliser un même site. Exactement, c'est d'optimiser un investissement. Ce lac, l'hiver, il servira à alimenter le réseau de neige de culture. Et puis l'été, on va le transformer en plan d'eau de baignade, puisqu'on aura la chance d'avoir un lac à 1000 mètres d'altitude, près du centre-ville, en extension de notre base de loisirs actuelle. Donc avec un seul investissement, on réalise un outil qui sert autant l'été que l'hiver. Ça, c'est pour attirer des nouveaux clients ou pour confirmer une clientèle déjà présente dans votre station ? Alors c'est pour renforcer la clientèle qui vient déjà, mais on sent quand même une petite érosion sur l'été. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la montagne est devenue seulement la 4e destination touristique en France, derrière la mer, la ville et la campagne. La campagne a beaucoup développé des activités de loisirs à proximité des villes et a attiré des gens qui se sont dit on n'a pas besoin de rouler beaucoup pour aller faire des loisirs. Mais ils n'ont évidemment pas le dépaysement qu'ils auraient en venant à la montagne. Et les enquêtes montrent que les gens ont envie de venir à la montagne. Vraiment, ils sont attirés par le cadre paradisiaque, vraiment le dépaysement. Mais ils ont cette peur du côté trop sportif de la montagne, trop difficile. Donc il y a cette mauvaise image qu'on traîne, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous le disiez très bien, il y a plein d'activités à faire. Mais il faut développer ces activités. Donc nous, on a ce plan d'eau de baignade, mais aussi avec des produits de loisirs, des nouveaux jeux, des moments à partager en famille. C'est tout ça qu'il faut penser autour de ce lac, de manière à ce que les gens se disent, oui, la montagne, c'est pas que du sport difficile, c'est aussi des moments tout simplement de détente en famille. Nicolas Rubin, le département participe de Haute-Savoie, participe à hauteur d'un quart de ce projet. L'idée, c'est vraiment d'inciter les communes, les stations à porter ce genre d'investissement ? Oui, je crois que l'aide du département est une aide à la décision, mais je dirais la maîtrise d'ouvrage reste l'initiative locale que le département accompagne et pas l'inverse. Je crois qu'il y a une vraie énergie des territoires qui sollicite le département. Et le département inscrit des sommes importantes pour justement soutenir toutes ces initiatives, cette diversification de l'offre touristique dans un département, dans nos 2 départements qui est très dynamique aussi. C'est-à-dire que le tout-ski a fait son temps ? Vous le disiez un peu tout à l'heure, mais ça ne suffit plus. Non, c'est pas que ça suffit plus. Il y a certainement des choses qui ont fait leur temps, mais il y a aussi plein de nouveautés. Il y a une adaptation aussi des gens qui développent et aménagent la montagne aujourd'hui par rapport aux nouvelles propositions qui peuvent être faites à nos clientèles. Et il faut aussi aller à la vitesse de l'attente de nos clients.
Donc il faut être en tout cas en avance sur leurs idées, même si des fois on s'inspire de leurs besoins pour développer et aménager cette montagne intelligemment, dans un contexte aussi qui permette de le faire, parce que la montagne est par définition des territoires magnifiques, et puis c'est un peu une montagne à la carte qu'on souhaite offrir, hein. C'est un peu comme au restaurant, et si je rebondis sur la partie du goût, c'est une destination aussi riche en termes de gastronomie, donc quand on met tout ça bout à bout, je ne vois pas comment on ne peut pas choisir la montagne pour destination touristique, et la montagne a su s'adapter parce que c'est des pratiques aussi qui sont offertes, qui sont accessibles au niveau du coût et des prix. Il faut aussi le souligner, hein. C'est pas, on s'adapte aussi, on sait s'adapter aussi à nos clientèles, quel que soit leur pouvoir d'achat. Alors sur le ski, il y a des investissements qui sont faits aussi dans d'autres pays, hein. Je suppose que vous regardez ça de près. Je pense notamment à la Russie, à l'Asie, qui développent des stations au milieu de rien. Vous le prenez en compte dans les investissements des collectivités, cette nouvelle concurrence-là ? C'est une concurrence qu'il faut que nous transformions en opportunité. Parce qu'un des enjeux de la pratique du ski de demain, c'est d'élargir la base de la pyramide des skieurs. Et que si des investissements se font en Russie, en Chine, comme on en entend beaucoup parler avec la perspective des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022, on peut penser, et d'ailleurs, pour revenir à la Chine, les autorités l'ont très clairement dit, qu'il y aura plus de skieurs dans la perspective de ces événements-là. Un jour ou l'autre, si nous savons organiser les choses, ces skieurs chinois, russes, viendront découvrir nos domaines skiables parce qu'ils ont une telle réputation qu'il y a cette soif de voir autre chose de leur part et de venir chez nous. Donc, ne craignons pas ces pays émergents, mais au contraire, soyons présents, soyons malins, sachons aussi les accompagner dans leur développement, mais pas n'importe comment. Est-ce qu'il y a des entreprises savoyardes qui participent à ces développements, oui. Pas n'importe comment et surtout pas à n'importe quel prix. Chacun comprendra ce que je veux dire, pour que ces clientèles viennent à l'avenir chez nous. Pour ce qui est des Russes, c'est déjà assez pratiqué. Les Chinois, ça commence petit à petit. Et par exemple, Savoie-Mont-Blanc Tourisme participe à quelques opérations en Chine pour promouvoir la destination. Et on sent que petit à petit, les choses se concrétisent. Alors pour accueillir, que ce soit les touristes chinois, mais pas seulement, les départements de Savoie et de Haute-Savoie apportent de nombreuses aides dans différents secteurs. Il y a les domaines skiables, la neige de culture, mais aussi l'hébergement. Aujourd'hui, pour la Haute-Savoie, la priorité, elle est où dans les programmes d'investissement ? Elle est encore sur l'aménagement, je dirais la dynamisation des équipements de domaine skiable, hein, pour garantir l'offre et puis rattraper le retard que nos départements ont sur des pays qui sont un peu concurrents de proximité, hein, en termes de surface d'équipement des domaines skiables. La France plafonne, je dirais, entre 35 et 40% pour les meilleurs, alors dans les domaines italiens, on est plutôt à 60% des domaines skiables équipés en neige de culture. C'est la garantie neige que l'on se doit. Maintenant, le département actionne tous ses leviers aux côtés des collectivités territoriales et des collectivités locales, les communes particulièrement, et bien pour répondre à leurs besoins. C'est un département qui se dynamise au jour le jour, hein, il faut mettre les moyens. Alors, la responsabilité de la dynamisation du tourisme n'est pas de la seule responsabilité des communes, ni des collectivités territoriales, hein. On regarde aussi un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on jette toujours un œil vers l'État qui a eu du mal, qui a encore du mal à désigner un ministère du tourisme fort. Jean-Baptiste Lemoyne nous a fait comprendre des bonnes résolutions et porte des messages forts. On a entendu des messages de l'État assez intéressants aussi. On a hâte de voir sortir de terre ce projet. 100 millions d'euros annoncés dans la communication à destination de la montagne et du tourisme en matière générale en France. C'est des bons messages qu'on prend avec beaucoup de plaisir. Pour rappeler encore une fois que le tourisme n'est pas de la responsabilité d'une seule strate de cet État, qui en a de nombreuses. Donc si on va de l'avant tous ensemble, on est capable de déplacer les montagnes.
Déplacer les montagnes aussi en Savoie. Alors, il y a peut-être des stations un peu plus importantes, plus hautes aussi en Savoie, avec la vallée de la Tarentaise que vous connaissez très bien. Là, les programmes de neige de culture, ils sont achevés, si on peut dire? Non, non, parce que j'avais eu, moi, l'occasion, par exemple, il y a une vingtaine d'années, d'aller dans les Dolomites, et dans cette destination ski du nord de l'Italie, il tirait des réseaux de neige de culture jusqu'à 2600-2700 mètres d'altitude, déjà à l'époque, il y a 20 ans. Donc il faut poursuivre, peaufiner, améliorer ce réseau de neige de culture pour, comme le rappelait Nicolas il y a quelques instants, garantir le produit ski. Je m'empresse aussi de dire que la neige de culture, c'est de l'eau, de l'air et du froid. Et c'est important de le rappeler, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de polluant. Et l'eau prélevée est à son immense majorité, voire quasi-totalité, restituée au bassin versant. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de procès qui sont faits à la neige de culture. Il faut aussi souligner que cela ne se fait pas comme ça un matin en décidant je vais étendre mon réseau de neige de culture, mais ça demande des autorisations administratives assez draconiennes, pardon. Trop? Peut-être parfois. On a, ça ne concerne pas d'ailleurs que ce sujet-là, mais dans notre pays, une chape de plomb administrative qui pénalise beaucoup d'initiatives privées ou collectives, d'ailleurs, ou publiques. Et si on veut redonner de l'allant, de l'élan à notre pays, qu'il investisse plus qu'il ne le fait aujourd'hui, il faut sans doute desserrer l'étau administratif ou législatif. Yann Jacaz, le projet dont vous avez parlé tout à l'heure, le plan d'eau, il a vocation aussi à permettre le développement de la neige de culture qui est déjà présente sur votre station, mais de développer encore ce réseau. Pour une station comme la vôtre, c'est primordial pour les années à venir? Bien sûr, c'est notre assurance vie dans un domaine skiable, dans des périodes où parfois on peut avoir un aléa, il peut y avoir du froid, mais de la neige, il n'y a pas de perturbation, on peut quand même faire la sous-couche qui permettra de tenir l'essentiel de l'hiver. Donc sans ça, c'est quand même très risqué. Et puis c'est aussi un élément qui rassure les investisseurs. Si vous voulez avoir des opérateurs, il faut de la neige de culture, sinon ils ne deviennent pas. Et c'est bien de rappeler en effet que la neige, même la neige de culture, c'est que de l'eau et de l'air. Et on nous fait souvent des mauvais procès alors que on consomme assez peu d'eau finalement par rapport à d'autres industries. Et notre industrie touristique, c'est une industrie comme les autres. Elle a besoin de tourner. Derrière, vous l'avez bien rappelé, c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup d'emplois. Et il faut qu'on fasse ces réseaux de neige de culture pour pérenniser nos emplois. Là, pour le moment, pour vous, comment ça se passe? Voilà, c'est bien. Cette année, il y a 1 mètre de neige dans le village. On n'a pas à se plaindre, si ce n'est qu'il a un peu plu. Et donc, c'est vrai qu'on est forcément beaucoup plus serein cette année que l'année dernière. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints sur ce plateau. Un dernier mot avant de lancer le prochain reportage sur l'hébergement touristique. Il y a des aides aussi qui sont prévues sur ces hébergements. Alors le ski c'est bien, la neige c'est bien, mais entre 2 journées de ski, on va dormir si possible dans des endroits accueillants et tout confort. Oui, c'est essentiel aussi. Je crois qu'il y a un élan aussi qui s'est opéré en ce domaine, les propriétaires de biens, quels qu'ils soient, même s'il faut souligner qu'il y en a qui sont à la traîne, mais le fait que certains aient élevé le niveau de l'habitat de charme en montagne, eh bien c'est l'effet TGV, il suffit de mettre une motrice à l'avant pour que les wagons aillent à la même vitesse, mais c'est important aussi l'hébergement. Dans une station, c'est l'ensemble des partenaires qui doit être au top de l'accueil. C'est dès qu'il y en a un qui est défaillant, on déstabilise, puis on pénalise l'image générale de la destination. Donc il faut qu'il y ait un élan commun pour le confort, l'accueil. Il y a des centres de vacances qui ont beaucoup investi pour continuer à accueillir des jeunes générations. Et c'est nos clients de demain, de l'hôtellerie familiale. Quand les transmissions se font sans douleur, eh bien, elles sont maintenues, ça continue. Et puis il y a de nouveaux opérateurs, comme disait Yann tout à l'heure, qui veulent rejoindre des destinations. Donc il leur faut leur amener toutes les garanties qui vont derrière, notamment la garantie neige, parce que derrière, ils ont des clients et il faut que ces clients, eux aussi, aient l'assurance de venir passer leur séjour avec ce qu'ils ont prévu sur le menu au départ.
L'hébergement, quand on parle d'hébergement en montagne, il y a beaucoup de structures assez haut de gamme qui ont été inaugurées ces dernières années. L'idée, c'est aussi de créer ou en tout cas accompagner des hébergements pour tout type de public. Oui, les départements, par exemple, sont, que ce soit la Haute-Savoie ou la Savoie, mobilisés sur les centres de vacances pour les jeunes publics, où il y a un accompagnement financier pour leur mise à niveau, leur modernisation, pour pouvoir répondre aux contraintes réglementaires dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi des aides pour l'ingénierie à la réhabilitation et on pouvait se sentir peut-être un peu seul. Désormais, la région se lance aussi dans ces produits et ces sujets-là. Et puis dans quelques jours, il y a un comité interministériel au tourisme qui devrait proposer aussi des crédits et des sommes importantes pour accompagner la réhabilitation de l'immobilier de loisirs. Et de la même manière, nous accompagnons financièrement, à l'échelle des départements, l'hôtellerie familiale qui, elle aussi, doit faire face à certaines mises aux normes obligatoires. Et pour nous, c'est le moyen de maintenir un tissu hôtelier familial sur le territoire, qui sont en fait des ambassadeurs tout désignés de la destination d'une certaine manière. Merci, on va regarder un reportage puisqu'on parle d'investissement sur la petite station de Plaine-Joux sur les hauteurs de Passy. Elle a bénéficié des aides du département de Haute-Savoie dans le cadre du plan tourisme. Olivia Boisson est allée y faire un petit tour. Préserver et dynamiser durablement l'activité touristique en Haute-Savoie. Voici l'objectif du département. Le tourisme est un secteur majeur de l'économie haut-savoyarde. C'est pour cela que le département a décidé de mettre en œuvre le plan tourisme. Une façon de développer le tourisme 4 saisons sur tout le territoire. C'est très diversifié parce que l'aide touristique, c'est bien sûr les stations de sport d'hiver. On est en plein hiver, donc c'est normal qu'il y ait un focus là-dessus. Mais c'est aussi les stations qui sont autour des lacs. C'est aussi de permettre à des stations de ski qui sont de moyenne altitude de se reconvertir vers un tourisme plus doux, vers un tourisme qui soit peut-être aujourd'hui moins tourné vers la neige parce qu'elle est peut-être plus rare aussi dans certains secteurs et à certaines altitudes. Afin de sécuriser les domaines skiables, le département propose un programme de neige de culture. 18 dossiers ont été aidés. Montant total, près de 4 millions d'euros. La station de Saint-Gervais est aidée à hauteur de 392 000 euros. Nous avons redescendu de la neige jusqu'à 850 mètres à Saint-Gervais. Au lieu de considérer que la neige ne serait que sur les sommets, eh bien on a considéré que c'était bien de rendre aux stations leur image de station de sport d'hiver. Et ça fait 2 ans qu'on skie jusqu'à Saint-Gervais, comme c'était le cas il y a quelques décennies. Et plus de 3 mois l'année dernière, on a pu descendre en ski grâce au programme d'enneigement du département de la Haute-Savoie, avec la commune et puis avec notre exploitant. À Plaine-Joux aussi, certains équipements ont été ajoutés, voire rénovés. C'est le cas de la Maison des Lutins, un espace dédié aux enfants, mais aussi du réseau Neige de Culture. Le département a aidé la station à hauteur de 845 000 euros. On a amélioré le pompage, on a changé la puissance électrique du réseau, on a modernisé les enneigeurs avec des enneigeurs dernière génération qui nous permettent de commencer la production aux alentours de -2,5, alors qu'auparavant on démarrait la production plutôt à -3,5, -4 en fonction de l'hygrométrie. Voilà. Donc l'impact est vraiment important. Si on prend cette année 2017, cette saison 2017-2018, en décembre 2017, on a fait quasiment la moitié de notre production de l'hiver, grâce effectivement à ces nouveaux enneigeurs, grâce aux grandes périodes de froid qu'on a eues cette année, et tant mieux. Ça nous permet vraiment de sécuriser le ski sur toute la saison d'hiver. Depuis le mois de décembre, les skieurs profitent aussi d'un tapis couvert. Chaque année, la station de Plaine-Joux compte environ 400 000 passages. Alors on l'a évoqué tout au long de ce début d'émission, la diversification de l'offre touristique en station. Le ski reste l'atout numéro 1, mais ça ne suffit plus, ça ne suffit pas en tout cas. L'idée avec la diversification, encore une fois, c'est d'attirer des nouveaux clients ou de solidifier une clientèle qui vient déjà dans nos montagnes l'hiver. Vincent Roland. C'est un petit peu les deux. On a remarqué également
que les skieurs, dans une tribu, quelle qu'elle soit, skiaient sur une journée moins longtemps qu'autrefois. Et donc le temps qu'ils ne passent plus sur les pistes, il faut l'occuper à autre chose. Donc ça s'adresse la diversification aux skieurs et puis à celles et ceux qui viennent mais qui pour diverses raisons ne glissent pas sur les planches ou pas encore. Eh bien ces personnes-là aussi doivent être occupées et en Savoie-Mont-Blanc on peut remarquer vraiment beaucoup de loisirs, beaucoup d'activités. Alors ça peut être des activités physiques, des activités gustatives, des activités patrimoniales, environnementales, ou tout simplement la découverte d'une expérience, une nuit en igloo, tout simplement, faire un tour en dameuse sur les pistes. Enfin, il y a aussi tous les métiers de nos montagnes à découvrir. C'est vraiment passionnant. Puis on a un patrimoine, une histoire. Et c'est aussi cela que nos clients viennent rechercher. Il faut, à l'industrie touristique, entre guillemets mécanique, il faut apporter ce supplément d'âme. Et ce supplément d'âme, on peut le trouver dans nos montagnes. Vincent Rolland utilisait le terme d'expérience. C'est vraiment ça que viennent chercher les touristes aujourd'hui dans nos stations de montagne? Oui, Vincent disait ce supplément d'âme. On va dire cet indéfinissable charme, hein, parce que c'est important aussi de faire rêver en fait les destinations touristiques. Il faut faire rêver nos clients qui repartent avec les yeux émerveillés, avec une seule envie, c'est de revenir. Et on n'épuise pas toutes les possibilités en Savoie-Mont-Blanc en l'espace d'un séjour. Il faut revenir, venir et revenir. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de tourisme 4 saisons. Cette montagne qui change de nature, qui change d'aspect, qui est simplement magnifique. Il faut qu'on fasse encore des efforts de communication là-dessus. Comme disait tout à l'heure Yann Acaz, cette montagne qui fait peur ne fait plus peur. Alors ces activités, je vais en citer quelques-unes, parce qu'il faut de l'imagination. Hein. Il y a beaucoup d'imagination dans les stations savoyardes. Alors il y a le Youpa à Morillon, la motoneige électrique, une descente 2.0, donc ça se passe avec un masque de réalité virtuelle, le ski pleine conscience, le ski malin, dans la combi d'un biathlète, appli traverse, un stage de survie. Enfin bref, tout ça, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse en fonction des goûts et des volontés. En fait, la palette, elle est large d'activités. On ne peut pas concevoir que quelqu'un qui vienne en Savoie-Mont-Blanc puisse ne pas trouver chaussures à son pied. Donc, il y en a pour tous les goûts, vous venez de le dire. Il y a même des activités qu'on ne connaît pas avec Vincent. Donc, on va essayer de les tester. Enfin, déjà, de découvrir en images pour pouvoir les tester, mais c'est aussi la magie des gens qui animent nos territoires au fil des saisons. Hein. Il y a des nouveautés chaque saison, en fait. On les découvre nous aussi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Savoie-Mont-Blanc Tourisme et l'association Marque Collectif Savoie se sont rapprochés. L'idée, c'est vraiment d'intégrer aujourd'hui les produits locaux. Ils sont nombreux en Savoie-Mont-Blanc dans la promotion. Les touristes peuvent venir chez nous pour ça. Ils viennent aussi pour ça. La Savoie et la Haute-Savoie, Savoie-Mont-Blanc, sont des terres de gastronomie. Alors on a la matière première que sont les différentes AOC qui couvrent notre territoire, que ce soit dans les vins, que ce soit dans les fromages. Nous sommes au Cézise, je vais citer évidemment le Beaufort, mais je vais renvoyer aussi vers Nicolas et l'Abondance, et bien d'autres fromages. On va s'arrêter là parce qu'on risque d'en oublier. Qui est aussi le nom de ta collègue du conseil départemental, exactement, Jocelyne. On va lui faire un petit clin d'œil au passage. Voilà, salut Jocelyne. Et l'aspect gastronomie, l'aspect qualitatif des produits issus de notre territoire doivent être mis en concordance avec le produit touristique. C'est pour ça que nous avons rapproché les deux marques, au point qu'elles ont fusionné l'année dernière, et que nous cherchons à chaque fois à améliorer, d'une part, la qualité de ce que nous proposons, mais aussi ces deux activités indissociables que sont le tourisme et l'agriculture, ou l'agriculture et le tourisme. Si j'ose dire, et sans faire de jeu de mots particulier, ils se nourrissent l'un l'autre. Et puis après, on a nos chefs étoilés
qui portent cette gastronomie territoriale au firmament de la gastronomie française. Il y a plus de chefs étoilés ou plus d'étoiles ici en Savoie-Mont-Blanc qu'il n'y en a dans la grande capitale de la gastronomie qu'est Lyon. Tous ces investissements, ces activités, les produits locaux, etc., ça se passe dans des structures. On en a un exemple ici au CESI dans le centre aquasportif. Ce sont des lourds investissements pour les stations. Le rôle des départements que vous représentez aujourd'hui, c'est d'accompagner aussi le développement de telles structures. Oui, tout à fait. Si tant est que, pour avoir eu l'expérience, le département à l'époque ne nous avait que très peu soutenus, il y était revenu. Donc, en tout cas, aujourd'hui, des structures ont compris qu'il fallait accompagner les collectivités, mais je tiens à le rappeler, l'initiative part de ces collectivités et le département accompagne pour une aide à la décision. Mais c'est important qu'on ait un département comme les nôtres, Savoie et Haute-Savoie, qui soit derrière les collectivités. On nous donne du vent dans les voiles. Et puis, je dirais, comme je disais tout à l'heure, la dynamique de développement touristique, elle est de la responsabilité de tous. Et un travail main dans la main en parfaite intelligence, ça a du style et on voit le résultat. De nombreux événements grand public aussi, parce qu'on a parlé de ce qu'on pouvait faire, mais il y a aussi ce qu'on peut voir, que ce soit des événements sportifs ou non. Il se passe beaucoup de choses durant l'hiver, mais aussi l'été en Savoie-Mont-Blanc. Ce sont des bons vecteurs de communication, ces événements-là, pour promouvoir l'image du territoire, où ça attire vraiment du monde à l'instant T. Encore une fois, c'est un petit peu les deux. Ça peut attirer beaucoup de monde. Je pense par exemple à la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, et on a une pensée particulière pour Henri Cam, son fondateur, qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Mais c'est aussi des images de la diffusion qui montrent la pureté, la grandeur aussi de notre territoire, sa beauté. Ce sont des épreuves sportives qui ont un lien direct avec les loisirs pratiqués sur le territoire. Il y a beaucoup de Coupes du Monde de ski organisées, ski alpin. On a eu Val d'Isère, Courchevel, il y a eu le biathlon au Grand Bornand, il y aura du ski cross à Megève, il y en a eu aussi à Val Thorens. Des championnats aussi de cascade de glace, enfin tout ce qui ramène à l'essence même du territoire. Nous en sommes les partenaires, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, parce que c'est souvent un accélérateur de notoriété, ce type d'événement. Ça, c'est une force pour la dynamique du territoire. Est-ce qu'on retrouve la même dynamique dans d'autres régions du monde? Je suppose que oui. Savoie-Mont-Blanc est une terre d'événements. Il suffit dans chaque département de regarder le nombre de sollicitations de soutien que l'on reçoit, je ne vais pas dire chaque jour, mais chaque semaine. Alors c'est hiérarchisé, c'est très, très organisé, mais on voit un peu la dynamique du territoire, comme le disait Vincent tout à l'heure. On fait de l'image, de la notoriété, de la communication aussi au travers des événements, notre capacité aussi à proposer à la fois du sportif tout public, du sportif de haut niveau, du culturel avec les concerts qu'on voit par-ci par-là sur les domaines skiables. Là encore une fois, il y en a pour tous les goûts, et c'est vrai que c'est deux départements ensemble qui sont une seule terre d'événements, et c'est assez magique. Et notre premier partenaire, et on va leur souhaiter d'ores et déjà bonne chance pour les Jeux Olympiques, c'est la Fédération française de ski. On est fiers aussi de voir Savoie-Mont-Blanc marqué sur leur tenue. On les encourage aussi à aller encore plus loin, et ça c'est une belle marque qui est très bien portée par des grands champions. Ce sont des bons ambassadeurs pour le territoire. Une victoire de Tessa Worley aux Jeux Olympiques, ça se reconnaît tout de suite. Avec Alexis Pinturo, ça serait formidable. Une fille, un garçon, et en tout cas qui porte l'image du territoire, cette jeunesse conquérante, sportive, exemplaire. Oui, on en a besoin, et oui, nous les accompagnons. C'est extrêmement important. On n'est peut-être pas un partenaire historique de la Fédération française de ski, puisque Savoie-Mont-Blanc est une marque toute jeune, mais en tout cas, nous sommes inscrits dans la durée avec eux pour associer nos deux images, la jeunesse, le sport, le bien-être et la destination.
Et si vous en êtes d'accord, on ne va pas mettre la pression que sur Alexis Pinturault et Savoir-Lay. Il y a aussi d'autres champions, hein, Ben Cavet en bosse. En fait, tous les sélectionnés auront l'objectif de porter cette marque au plus haut niveau. Alors ces événements, ils représentent quand même un coût, 408 000 € en 2017 pour le conseil Savoie-Mont-Blanc. Il y a un retour sur investissement immédiat. Par exemple, dans le coût global que vous évoquez, il y a le Tour de France, puisque nous sommes partenaires aussi auprès des collectivités qui organisent soit le départ, soit l'arrivée. Et là, évidemment, il y a un impact immédiat, mais aussi dans le long terme, si on veut inscrire notre destination dans une activité particulière qui est justement la pratique du vélo. Sur l'été, on sait très bien que le nombre de cyclistes ou de cyclotouristes est en augmentation exponentielle et qu'il faut justement donner l'été, au-delà de la randonnée, de la marche ou des activités de pleine nature, une identité cyclotouristique à la destination Savoie-Mont-Blanc, et ça passe donc par des événements. En parlant d'événements, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, le site de la cascade de glace à Champagny en Vanoise. Alors les touristes et les locaux d'ailleurs peuvent s'initier à l'escalade sur glace sur la cascade, et c'est un site qui accueille régulièrement des coupes du monde. Non, ce sont des championnats du monde. C'était en 2017 les championnats du monde junior, et puis là il y a la Coupe d'Europe aussi qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc c'est un site où il se passe beaucoup de choses. On regarde le reportage. À Champagny en Vanoise, un monstre de glace se cache dans la forêt. Cette cascade artificielle de 25 mètres de haut, la plus grande d'Europe, a accueilli les championnats du monde junior de cascade de glace les 10 et 11 février dernier. 125 concurrents venus du monde entier se sont donné rendez-vous pour affronter ce géant impitoyable. Pendant que certains grimpent, en bas, on se prépare pour les 2 épreuves à venir. Il y a la difficulté et la vitesse. Donc là en ce moment c'est la difficulté qui se passe, il y a une voie et il faut monter le plus haut possible. La voie elle est de plus en plus dure et c'est à celui qui monte le plus haut possible. La fin, c'est pas forcément de la glace. Alors là, on essaye d'imiter des cascades naturelles dures, où naturellement, il y a des stalactites de glace qui pendent, et entre, il y a du rocher. Donc il faut qu'on soit capable de grimper sur du rocher, puis sur de la glace, puis sur du rocher. Allez, Félicie! Cette année, 6 Français ont participé aux épreuves de cette discipline, largement dominée par les Russes. J'ai mal au bras. Et ça va, je suis contente. Et si les participants sont contents, la station peut elle aussi se réjouir, car cette cascade de glace, c'est une activité supplémentaire proposée aux touristes, quel que soit leur niveau. Elle a été conçue aussi pour ça. Sa forme n'est pas le fruit du hasard. En fait, elle a été pensée pour pouvoir donner plusieurs possibilités pour de l'initiation, pour permettre aux grimpeurs autonomes de s'entraîner, de grimper, et aussi pour pouvoir organiser des compétitions au plus haut niveau. Pour les grimpeurs en herbe, des initiations sont organisées 2 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de cette jeune fille. Entièrement équipée, elle est prête pour sa première ascension. Petit moment de stress au départ. C'était bien là, ici, là. Ah, mais t'inquiète pas, regarde, je suis là. Mais en quelques secondes, la peur est vite oubliée. Je suis pas encore prête pour aller tout là-haut, mais j'y étais presque, je l'ai bien senti. Et peut-être que ces initiations finiront même par déclencher des vocations. Mais bien sûr qu'un jour tu vas le faire. Pour prendre la relève et partir à l'assaut de la cascade de glace. Alors nos téléspectateurs vont pouvoir prendre des notes, puisque là on va passer au grand rendez-vous de l'hiver. Premier rendez-vous, on est en plein dedans, la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Là encore, en termes de vecteurs d'images, ce sont des images assez incroyables en pleine nature de nos départements. C'est le retour aux sources, à l'environnement, à l'état pur. Et effectivement, c'est une autre manière de vivre, peut-être. Celle dans laquelle tout à chacun, à un moment ou l'autre, aurait envie de se retrouver.
Et puis c'est un tourisme familial aussi qui est assez intéressant pour les stations, la Grande Odyssée. Oui, ça fait rêver, hein. Cet équipage entre l'homme et l'animal qui navigue parmi les plus beaux paysages de jour et de nuit avec une complicité impressionnante. Là, on véhicule du rêve. On le véhicule, on le déplace sur le territoire avec des sites, pour ma part, que je ne connaissais pas avant de voir des images de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est un vrai vecteur de communication et c'est la beauté magique avec un véhicule qui se déplace et complètement développement durable. Alors ces rendez-vous, donc là on est en plein dans la Grande Odyssée. Un coup de cœur chacun, puisqu'on l'a dit, hein, il se passe beaucoup de choses en Savoie, Mont-Blanc. Nicolas Rubin pour commencer, parce que je crois que le prochain ça se passe un peu du côté de chez vous. Oui, c'est ça, si vous me permettez, je ferai un petit clin d'œil. On a parlé de gastronomie et de destination, on a parlé aussi de la marque Savoie regroupée à Savoie-Mont-Blanc, le goût, et particulièrement cette année Neige étoilée, hein, qui va porter un focus sur les fromages, les 8 merveilles du monde, on peut les appeler, les 8 fromages issus de Savoie-Mont-Blanc, et particulièrement à la fête, le premier d'entre eux, puisqu'il est le premier en ordre alphabétique, c'est l'abondance. Donc Neige étoilée cette année, un vrai mélange aussi entre le tourisme, la gastronomie locale, un mélange avec les chefs, des meilleurs ouvriers de France fromagers, et puis tout un aspect culinaire autour de la destination touristique. C'est ça aussi pour les non-skieurs, c'est peut-être de venir apprendre des bonnes et belles recettes avec les chefs locaux, avec les produits locaux de la marque. Vincent Roland, votre coup de cœur? Peut-être même sûrement le tournoi des 6 stations, en clin d'œil au tournoi Destination, c'est l'Ovalie sur la neige. C'est peut-être aussi une forme décalée de pratiquer un sport populaire, reconnu, pour lequel la France organisera les championnats du monde, la Coupe du Monde en 2023, en espérant d'ailleurs que cette Coupe du Monde 2023, pour laquelle nous sommes organisateurs, en appelle d'autres. Je pense à celle de ski alpin, puisque Courchevel et Méribel sont candidates pour la France à l'organisation des Coupes du Monde de ski alpin. Donc voilà, les choses sont liées et parfois de créer un peu de décalage dans nos activités, comme le rugby donc sur neige, c'est bien aussi. Ça attire. Ça sera où? Ça sera dans la vallée des Bellevilles et à Valmorel. Et je crois même qu'il doit y avoir quelque chose du côté de Châtel, une station que j'apprécie, comme son maire d'ailleurs. Et donc ça sera du 12 au 18 février avec tout le temps une belle affiche et une neige étoilée. Ce sera du 24 au 27 janvier. Il y aura d'autres événements évidemment. Le Winter Trail Oxfam à Châtel également. Musilac Mont-Blanc à Chamonix. C'est une première édition. Et puis en fin de saison, une saison qui s'allonge depuis 4 ans. Il y a l'opération Printemps du ski, donc Savoie Tourisme est associé à cette opération qui est portée par France Montagne. L'hiver, ça va jusqu'où? Ça va jusque quand les stations ferment leurs portes, mais de plus en plus loin. En tout cas, l'opération Printemps du ski est en progression constante d'année en année, parce que l'ensemble des acteurs ont mis des moyens de communication pour cela. Les jours rallongent, hein, les conditions d'enneigement sont très généralement très bonnes. Le soleil brille, on prépare déjà la couleur pour la saison estivale. Et puis il y a de l'ambiance autour des domaines skiables, on y passe des bons moments, on voit sortir les orchestres, qu'ils soient, je dirais, locaux ou avec de la musique variété nationale ou internationale. C'est vraiment la fête de cette saison qui se poursuit jusqu'à fin avril pour les stations qui vont au plus loin. Mais en tout cas, c'est des bons moments et c'est une saison qui a une belle progression d'année en année. N'oublions pas Rock de Piste aussi. Ah, c'est une belle animation avec comme chanteur en guest star Nicolas Rubin. il a promis de faire un show. Donc nous attendons ça avec impatience. Je l'apprends, merci. Eh ben, on ira voir ça de près. Donc le Printemps du ski, toutes les infos sont sur le site leprintempsduski.com. Une 50aine de stations y participent. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné durant cette heure. C'était Le Grand 8, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci à vous de votre fidélité et à bientôt en Savoie-Mont-Blanc.